Bonjour, aujourd'hui c'est le lancement de la Fête de l'énergie. La Fête de l'énergie, c'est un événement national qui a été lancé et à l'initiative de l'ADEME, qui se déroule pour la 3e année consécutive et qui mobilise en France entière toute une série d'acteurs et de citoyens qui ont tous envie d'être efficaces et de travailler sur ces questions d'énergie. Alors la Fête de l'énergie, nous l'inaugurons à Paris avec l'Agence parisienne du climat par ce premier événement qui est un café climat dans lequel nous allons débattre avec des experts sur les questions de changement climatique dans une ambiance conviviale et pour répondre à des questions très opérationnelles et concrètes. La Fête de l'énergie vous permettra de rencontrer des conseillers Info Énergie qui seront à votre disposition pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser pour travailler sur l'énergie. Pour l'Agence parisienne du climat, c'est un moment important et nous souhaitons donc vous y retrouver tous et nous serons à votre écoute et à votre rencontre jusqu'à dimanche soir ici à Bercy et dans d'autres lieux sur Paris. Plus 2 à plus 4 degrés, c'est une évolution de la moyenne, je dirais la température annuelle, mais ça veut dire également que les extrêmes risquent aussi de devenir plus importants. Plus 2 degrés, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Peut-être que si on n'arrive pas à atteindre les objectifs, on atteindra un plus 6 degrés. Mais plus 2 degrés, c'est un peu ce qui risque de se produire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si on fait les efforts les plus importants, on va arriver à un plus 2 degrés. Donc un pari plus 2 degrés, c'est le pari sur lequel il faut qu'on réfléchisse. C'est le pari sur lequel on va essayer de définir l'adaptation de demain et les stratégies en termes de plan climat. Jusqu'à maintenant, on a surtout considéré les événements climatiques comme des risques qui nous tombaient dessus. Donc on a fait de la gestion de risque, de la gestion de crise. Ces événements climatiques extrêmes risquent de se reproduire de façon bien plus fréquente en fait. Et donc il va falloir qu'on change notre approche d'une gestion de risque ponctuelle à une gestion des vulnérabilités, puisque ça risque de devenir finalement la norme. C'est la raison pour laquelle en fait, vous allez avoir des phénomènes extrêmes, des fortes chaleurs qui vont devenir plus fréquentes et plus intenses, mais vous aurez également des épisodes de froid qui sont peut-être plus rares, mais qui persisteront toujours. Donc vous avez à la fois cette augmentation de la moyenne de la température, mais également une variabilité de votre signal qui va augmenter et donc des phénomènes extrêmes. Et donc Paris risquerait de connaître un climat qu'il n'a jamais connu auparavant, avec une augmentation de ces températures et d'un certain nombre de phénomènes extrêmes que sont les sécheresses et les canicules. Et sur Paris, pour vous donner un ordre d'idée, ce que l'on connaît aujourd'hui en moyenne sur notre climat, Paris connaît à peu près en moyenne par année un jour de mise en vigilance canicule, en moyenne. Ce que l'on va connaître à la fin du XXIe siècle, c'est entre 12 et 25 jours de mise en vigilance canicule. Pour dire que simplement que Paris va connaître un climat complètement différent, surtout pendant l'été. Coupler ça en plus avec un manque de ressources en eau, donc une diminution des précipitations estivales, donc la sécheresse associée à des épisodes caniculaires. C'est que bien sûr l'enjeu canicule est un enjeu très important pour Paris. On a vu ce qui s'était passé en 2003. Bien sûr on a réagi, on a installé un plan canicule, on a pris conscience de ce problème, on essaie de le traiter. Mais ça reste l'une des menaces majeures. Comme en 2003 lors de la canicule, Paris a été vulnérable à ce type de phénomène parce qu'elle a connu des températures supérieures à 8 degrés par rapport à son environnement rural. Donc les citadins et ceux qui habitent sur Paris connaissent donc un stress thermique plus important et surtout ce qu'on appelle un refroidissement nocturne limité, c'est-à-dire que pendant la nuit, les citadins ont eu plus de mal en tout cas à se reposer, à récupérer et donc ont pu générer un excès de surmortalité assez important sur Paris. Donc on a pu mettre en évidence que les arrondissements les plus denses étaient les plus vulnérables, mais également des arrondissements aussi limitrophes lorsqu'il y a le vent qui transporte cet îlot de chaleur urbain, donc cette chaleur dans la direction du vent. Et donc les arrondissements qui sont, je dirais, en aval de ce vent ont connu des températures plus élevées. On a un plan climat depuis 2007. En 2007, le plan climat était en grande majorité tourné vers des actions d'atténuation, donc sur la
consommation des bâtiments, sur les transports, par exemple aussi sur la consommation, tout ce qui sert à diminuer notre impact carbone et diminuer nos consommations énergétiques, développer les énergies renouvelables. Donc tout ça c'était développé en 2007 et on avait déjà un volet adaptation tout de même en 2007 sur les canicules et sur les inondations. Donc depuis 2007 on peut dire qu'on considère l'adaptation à Paris. Là, la volonté est de développer encore plus ce volet adaptation dans la réactualisation du plan climat. Si des stratégies d'adaptation de Paris pouvaient justement limiter l'effet d'îlot de chaleur urbain sur Paris en période caniculaire. C'est là qu'on se rend compte que le fait d'introduire des matériaux réfléchissants, donc qui vont réfléchir plus de rayonnement solaire pendant la journée, d'introduire de la végétation arrosée et d'humidifier des chaussées, permettent justement de réduire de l'ordre de 1 à 3 degrés à peu près en moyenne la température au sein de Paris. Et voire au maximum, à une certaine heure de la journée, à peu près 5 degrés. On peut quand même dire qu'on a des enjeux majeurs qui sont bien sûr canicule, sécheresse, et en particulier les deux cumulés. L'enjeu inondation reste aussi très important, une menace absolument très importante à prendre en compte pour Paris parce qu'elle peut avoir des effets en chaîne considérables. Le projet EPICIA que nous avons mené avec le Centre scientifique et technique du bâtiment et le soutien donc, de la ville de Paris, qui a duré à peu près 4 années pour justement à la fois quantifier l'impact du changement climatique et contribuer à une réflexion de stratégie, de mise en place de stratégies d'adaptation de Paris dans le contexte du changement climatique. Alors, la question d'adaptation, elle est apparue après finalement la question d'atténuation. Alors l'atténuation, il faut aussi distinguer les deux, entre atténuation et adaptation au changement climatique. L'atténuation, c'est se dire qu'on va essayer de réduire le changement climatique sur Terre en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, en réduisant notre consommation énergétique. Ça, c'est l'aspect, on fait en sorte que le changement climatique n'existe plus, c'est l'atténuation. Et ça a été le premier volet qui a été développé, notamment avec le protocole de Kyoto en 1997. Beaucoup de gens connaissent, qui est un peu la référence. On a fixé des objectifs en termes d'atténuation. L'autre aspect, c'est l'adaptation. En fait, on s'est rendu compte très rapidement que l'atténuation toute seule ne serait pas suffisante et qu'il allait bientôt falloir s'adapter aux impacts parce que même si on réduit drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique est en marche et il va y avoir des impacts. Et donc il va falloir s'adapter. L'Agence parisienne du climat peut bien sûr nous aider dans ce volet-là, particulièrement en ce qui concerne la mobilisation du territoire, l'interface avec le grand public et avec les acteurs du territoire. Le Café Climat, c'est un rendez-vous qui va être bimestriel et qui donc passera en revue pour le grand public, mais aussi pourquoi pas un public plus averti, les différents chapitres des grandes orientations du plan climat. Concrètement, ce soir, donc on va procéder par une petite introduction pour que vous sachiez qui sont nos intervenants experts. L'idée vraiment du Café Climat, c'est que ce soit un question-réponse, un échange et pas un exposé magistral de nos experts. Donc ils vont se présenter 5 minutes, vous présenter les ressources qu'ils peuvent vous apporter et ensuite je vous laisserai poser vos questions. Bonsoir, l'Agence parisienne du climat, Angèle, je suis la directrice. C'est notre première aujourd'hui d'organisation d'un Café Climat. Donc on a souhaité le faire dans une ambiance conviviale pour pouvoir discuter, échanger entre des experts qui sont autour de moi et puis vous qui sont, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressés par ces questions de changement climatique et d'efficacité énergétique. Juste quelques mots sur l'Agence parisienne du climat. C'est une agence qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris, représentée ici par Marie Gantois, qui est notre partenaire fondateur, et puis avec d'autres partenaires fondateurs, dont Météo France, avec Julien Desplat, qui est à côté de moi. Donc nous avons d'autres partenaires fondateurs, EDF, CPCU, RATP, Météo France, et plus de maintenant à peu près 70 partenaires qui nous accompagnent pour essayer de contribuer à la réussite des objectifs du plan climat sur la ville de Paris. Donc je ne vais pas être beaucoup plus longue. Je voulais remercier aussi Bercy Village et le Chez 33
qui a accepté de nous accueillir dans cette configuration. Et puis, on va essayer de passer un bon moment ensemble autour de nos experts, autour de ces débats et autour d'un verre qu'on souhaite le plus convivial possible. Je voudrais juste quand même dire que vous avez sur vos tables le premier document d'une série que l'on espère longue, qui est un petit document de communication qui nous a demandé beaucoup de travail et de réflexion entre la ville de Paris, Météo France et nous-mêmes. Donc ce premier document qui permet de faire un peu l'historique de ce que c'est que la question du climat et aussi de la météo sur Paris. Donc Julien en parlera un petit peu plus, mais voilà, aujourd'hui vous avez ce premier document que nous avons le plaisir de vous remettre en même temps que vous participez à ce café. Bonjour à tous, donc je m'appelle Julien, je travaille à Météo France. J'ai plutôt un profil d'ingénieur études et climatologie, donc je vais déjà commencer par botter en touche. Je ne suis pas prévisionniste, donc si vous voulez vous plaindre du mauvais temps, je ne suis pas le bon interlocuteur. Mais je prendrai quand même les réclamations si vous en avez. Alors, moi, je traite surtout de changement climatique. Hein. Évidemment, c'est la thématique du café débat d'aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à quantifier l'impact du changement climatique sur Paris. La première étape, c'est une de nos missions principales, c'est la conservation du climat, la conservation de notre mémoire du climat. En quoi ça consiste? Déjà, c'est essayer de voir quelles sont les plus anciennes séries d'observations que nous avons sur Paris. On a un parfait exemple, c'est celle de Paris-Montsouris, puisque c'est l'une des séries climatologiques la plus ancienne que l'on ait sur le territoire français. Et cette série commence depuis l'année 1872 et nos travaux, déjà, dans un premier temps, c'est de recueillir les vieux cahiers d'observation qui datent de cette époque-là et essayer de numériser ces données-là et de les analyser pour essayer de bien comprendre le climat passé, notre climat passé, pour essayer de voir comment évoluaient les températures, les précipitations, donc divers paramètres météorologiques, mais également essayer d'avoir une vision de l'occurrence tous les événements extrêmes qui ont pu toucher la capitale. Alors pour vous donner déjà un ordre d'idée, sur le XXe siècle, ce qu'on a pu estimer sur la station de Paris-Montsouris, c'est une augmentation de la température de l'ordre de 0,7 degrés durant le XXe siècle. Donc pour vous donner un ordre d'idée, à l'échelle de la France, c'est de 1 degré, donc on est légèrement en dessous de la moyenne française. Ça, c'est un premier élément. Et ensuite, quand on regarde les événements extrêmes, on se rend compte que Paris a toujours connu des événements remarquables, en particulier la tornade de la fin du XVIIIe siècle, où on a une tornade estimée de niveau 2, donc avec des vents estimés à 180 km/h, et également d'autres épisodes, comme pour le vent, la tempête de 1999, qui est la plus importante que l'on ait pu mesurer, avec 170 km/h mesurés sur la station de Montsouris. Vous verrez donc sur le document en question que nous a présenté Anne tout à l'heure, vous verrez un certain nombre d'événements extrêmes. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il ne faut pas oublier que la capitale a toujours connu des événements extrêmes et qu'elle en connaîtra tout le long évidemment de son existence. Alors, ensuite, ce qu'il faut comprendre quand on veut quantifier l'impact du changement climatique sur Paris, c'est également l'effet de microclimat. Oui, à Paris n'est pas une exception, on a également un microclimat. Et sur quels paramètres la ville de Paris influence sur la météorologie, c'est la température minimale. Pourquoi? Parce que Paris, du fait de sa spécificité urbaine, de la présence de matériaux artificiels, matériaux urbains et de la raréfaction de la végétation, mais vous avez donc un refroidissement limité pendant la nuit. Donc, ce qui fait qu'en moyenne, sur Paris, sur la région parisienne, vous avez une différence de température entre 2 et 3 degrés entre Paris et la campagne. Alors, je pense aux forêts la forêt de Meudon ou la forêt de Fontainebleau, où généralement la nuit il fait donc plus chaud à Paris, d'ordre de 2 à 3 degrés de plus. Ce qui veut dire, c'est que lorsqu'on a des épisodes extrêmes comme celle qu'on a connue lors de la canicule de 2003, Paris est un peu plus vulnérable à ce type de phénomène, puisque le refroidissement nocturne est encore beaucoup plus limité au-dessus de Paris. Et donc là, les citadins, comme donc les Parisiens, sont encore plus vulnérables à ce type de phénomène. Et c'est une des raisons pour lesquels, en tout cas, on a pu, enfin, en tout cas, l'INSERM et les services sanitaires ont pu détecter un excès de surmortalité de l'ordre de 2000 pendant la canicule de 2003. Et donc, on se rend compte que durant la canicule de 2003, on avait l'ordre d'une différence de 8 degrés entre le centre-ville de Paris et les zones alentours. Et ensuite, donc, quantifier l'impact des changements climatiques, ensuite, c'est d'élaborer des projections du climat futur pour essayer de comprendre comment vont évoluer un certain nombre de paramètres climatiques sur Paris. Et ce qu'on peut projeter, c'est une augmentation des températures assez importante, de l'ordre de 2 à 4 degrés sur Paris, avec une diminution des précipitations, surtout pendant l'été, donc avec des périodes de sécheresse assez marquées et plus intenses que l'on connaît aujourd'hui.
Et également aussi, il y a des épisodes extrêmes qui risquent de devenir plus fréquents et plus intenses, en particulier les épisodes de sécheresse, mais également les épisodes caniculaires. Donc on pourrait s'attendre à ce que la ville de Paris puisse devenir encore plus vulnérable à ce type de phénomène. Pour ce qui concerne les autres phénomènes que l'on connaît tous, comme les tempêtes, les orages, les tornades également, mais c'est quand même extrêmement rare, on ne voit pas de tendance significative, ni à la hausse ni à la baisse de ce type de phénomène, pour le moment dans le contexte du changement climatique. Donc pour terminer mon intervention, on travaille étroitement avec des collectivités territoriales, comme la mairie de Paris, pour essayer justement de réfléchir sur des stratégies d'adaptation, sur des pistes pour essayer de limiter les effets de canicule en milieu urbain. Donc l'idée, c'est qu'on utilise des outils assez complexes pour justement essayer de voir si utiliser des matériaux spécifiques, introduire de la végétation ou de l'eau dans la ville permet de réduire ou pas les températures minimales pendant une canicule de 2003. Mais ça, c'est un exemple de projet que l'on mène étroitement avec la ville de Paris et qui permet, je dirais, de contribuer à la réflexion de stratégies d'adaptation ou de plans de climat que mène actuellement la ville. Merci Julien. Je vais aussi essayer debout si le micro le permet. Donc, je suis Marie Gantois, je travaille à la ville de Paris en tant que chargée de mission climat, adaptation au changement climatique. Et donc au sein de la ville de Paris, je fais partie de l'agence d'écologie urbaine. Un plan climat, c'est un document, un programme d'action qui permet de fixer des grandes orientations, des stratégies. Donc là, en l'occurrence, c'est des stratégies à horizon 2020, en termes chiffrés sur nos consommations d'énergie, sur nos émissions de gaz à effet de serre, sur nos consommations en termes d'énergie aussi renouvelables. Et ça fixe également un plan d'action donc pour arriver à ces objectifs et aussi pour s'adapter au changement climatique. Donc il est vrai qu'à la ville de Paris, on a un plan climat déjà depuis 2007. On est actuellement en train de mener une procédure d'actualisation du plan climat. Donc c'est ça que vous voyez juste derrière vous. Je vous ai mis l'adresse où vous pouvez consulter ce projet de plan climat. Donc c'est planclimat.paris.fr. On est en plein dans la consultation publique. Si vous avez envie de lire ce qu'on fait, si vous avez envie de donner votre avis, vous pouvez le donner. Alors en termes d'adaptation, puisque c'est le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est vrai que moi je vais plus me focaliser sur les impacts du changement climatique et comment on peut faire pour s'y préparer, pour s'y adapter. Moi, mon point de vue à la ville n'est pas tant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les consommations énergétiques. C'est important. J'ai des collègues qui travaillent dessus à temps plein. Moi, vraiment, mon optique, c'est les impacts climatiques et comment on fait pour s'y adapter. Alors là-dessus, dès 2007, il y a 5 ans, dans le premier plan climat qu'on a adopté, on avait déjà des actions en ce qui concerne principalement les canicules. Forcément, on sortait aussi de la canicule de 2003, on a vu les impacts que ça pouvait avoir à Paris. Et on avait aussi un plan d'action en ce qui concerne les inondations. Alors, en termes de canicule, bien sûr, on a le plan canicule, vous avez dû en entendre parler. On fait aussi du recensement de personnes âgées, isolées notamment, aussi des personnes handicapées qui s'inscrivent sur des registres volontairement et qu'on peut contacter et faire des visites à domicile si nécessaire pendant l'été. Donc ça, c'est lié au plan canicule de la ville de Paris. On a aussi d'autres actions en termes de canicule. Alors ça, c'est une première action qu'on a menée, on a mené une exposition qu'on appelle Paris plus de degrés, Paris s'invente. Cette exposition, Paris plus de degrés, vous pouvez la consulter sur le site internet, planclimat.paris.fr, pour imaginer un peu tout ce qu'on a fait. Donc l'objectif de cette exposition, c'était aussi de montrer qu'avec le changement climatique, c'est vrai, on en parle beaucoup, on dit beaucoup qu'il risque d'y arriver des catastrophes. On a voulu avoir un point de vue un peu, on va dire, utopiste, pour dire que si on s'y prépare à ce changement climatique, si on mène les actions en conséquence, ça peut aussi être un futur désirable pourvu qu'on s'y soit préparé, bien sûr. Autre action qui était inscrite en termes d'adaptation au changement climatique dans le plan climat de la ville, ça concerne la végétalisation. Le fait d'introduire de la végétation en ville permet d'avoir une meilleure température ressentie et même d'abaisser les températures. Donc on a un programme de végétalisation de la ville qui a été renforcé avec le plan biodiversité qui a été voté à Paris l'année dernière. Donc on a des objectifs en termes de toiture végétalisée. On souhaite qu'il y ait 7 hectares de toiture végétalisée en plus à Paris à horizon 2020. On a des objectifs en termes d'ouverture de nouveaux espaces végétalisés. On a pour projet de faire une forêt linéaire le long du périphérique
pour avoir donc plus de végétaux également. C'est pas que pour l'adaptation au changement climatique, hein. La forêt, il y a aussi pas mal d'autres avantages, notamment le bruit et puis l'amélioration paysagère. À Paris, il y a des immeubles un peu typiques. On pense évidemment à l'haussmannien. Est-ce que vous avez en quelque sorte des types d'immeubles dans votre réflexion et puis des actions qui pourraient être comme ça un petit peu reproduites pour tous ces immeubles dans toute la ville, de manière à être un peu plus efficace? Et je ne sais pas, c'est une question un peu générale. En ce qui concerne les différents types d'immeubles et les différents types d'actions qu'on peut mener par rapport à ces immeubles, on travaille de concert avec l'APUR, Atelier parisien d'urbanisme, donc qui lui a une vision très très exhaustive de l'ensemble du cadre bâti à Paris. On a déjà mené ce genre d'approche par rapport à l'isolation, par rapport au repérage aussi en termes de thermographie aérienne et de façade de bâtiments, en termes de consommation énergétique et d'isolation, hein, surtout par rapport à l'hiver, à la consommation de chauffage. En termes d'adaptation au changement climatique, ces réflexions-là restent à mener pour les différents types de bâtiments. À la ville de Paris, sur l'adaptation, vu l'actualisation du plan climat, on ambitionne de créer également une véritable stratégie d'adaptation avec un plan d'action concret et on souhaite élaborer ça de manière partenariale avec différents acteurs du territoire. On va lancer cette procédure l'année prochaine, en 2013. Donc si vous êtes intéressé pour participer, pour poser vos questions et pour faire ce genre de remarques, vous pouvez nous les faire soit via, vraiment via le site internet et la consultation publique qu'on mène actuellement. Vous pouvez donner votre avis et indiquer des pistes d'action que vous souhaiteriez mener avec nous. Bonsoir, merci. Les expériences menées dans certaines villes ont montré que les effets doivent s'accumuler, les effets de différentes mesures doivent s'accumuler, aussi bien l'eau, la végétalisation, que la couleur des sols et des murs. Aucune mesure n'est suffisante en elle-même, mais l'accumulation des différentes petites mesures font qu'on assiste à une baisse sensible de la température. Est-ce que Paris a des ambitions en matière de couleur des sols, des chaussées et des murs des bâtiments? Merci pour la question, très importante. Sur le plan scientifique, déjà, en effet, je suis complètement d'accord avec vous, dans le sens où si on mène un scénario séparé de végétation ou d'humidification des chaussées, voire l'introduction de végétation, on a généralement entre 1 et 3 degrés d'impact de la température. Et dans le cadre de projets que l'on mène avec la ville de Paris, on a aussi également essayé de simuler, justement, si on cumulait un petit peu ces scénarios d'adaptation, voir qu'est-ce qu'on pouvait obtenir en termes de différence de température. Et là, on se rend compte qu'en cumulant les 3 scénarios, hein, comme je viens de lister, on a au maximum dans une journée 5 degrés de différence. Même si en moyenne on est à 2 à 3 degrés, pas plus, hein, en moyenne journalière, on peut, pour certaines heures de la journée, avoir un impact de 5 degrés. Donc il y a cet effet un petit peu cumulatif, en effet, de cette succession de scénarios d'adaptation. Sur le plan scientifique, on a réfléchi un petit peu sur l'effet de couleur blanc des toits, des murs. On voit qu'en effet, ça a un impact. Imaginez maintenant qu'on peigne nos murs de Paris en blanc. Un piéton pendant la journée, imaginez qu'il se trouve en situation caniculaire, donc en stress thermique quand il est passant. Si vous faites des murs en blanc, vous allez faire réfléchir donc la lumière du soleil un peu plus. D'accord ? Donc le rayonnement solaire qui va arriver sur le mur va réfléchir un peu plus. Ce qui fait que le citadin, le passant, en plus de recevoir le rayonnement solaire direct, il va recevoir un surplus de rayonnement du fait de la réflexion plus importante des murs. Donc le stress thermique que va connaître un passant pendant une canicule au sein d'une rue va se trouver en stress thermique un peu plus important. Donc l'idée, c'est que si on peint par exemple les murs en blanc, il est très important de générer de l'ombre artificielle, comme des plantations d'arbres, comme des hauts vents, etc. Donc c'est pour vous dire que la couleur blanche, elle est en soi, sur le plan théorique, très intéressante, mais après, derrière, voilà, c'est qu'il faut réfléchir également sur d'autres solutions pour justement atténuer certains effets néfastes que peut avoir cette solution-là. Ma question, c'est donc, est-ce qu'il y a des choses comprises dans le plan climat qui envisagent de réduire le nombre ou d'empêcher la croissance du nombre de climatisations donc sur source froide air pour, par exemple, favoriser l'eau non potable, notamment Paris dispose d'un deuxième réseau. Voilà.
Avant de laisser la parole à Marie, là aussi également des éléments un petit peu scientifiques aussi pour vous ayez un petit peu l'idée de l'impact de la climatisation, on va dire particulière sur la météorologie. Pour vous donner une idée, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, durant la canicule 2003, donc Paris a connu une différence de température entre 7 et 8 degrés en comparaison avec les forêts avoisinantes, et même au sein de Paris intramuros, entre 2 à 4 degrés de différence. On a également mené des scénarios d'adaptation en introduisant de la climatisation artificielle, autrement dit avec des rejets dans l'air. Et là, on s'est rendu compte que l'îlot de chaleur, donc cette différence de température, augmenterait de 1 à 2 degrés. C'est pour vous dire en fait l'impact négatif, néfaste que peut avoir la climatisation. Cela n'empêche que le besoin en froid existe. En effet, on est tout à fait conscient de ce problème qui est que quand on cherche à rafraîchir son intérieur, on réchauffe l'extérieur et du coup on engendre le besoin de froid encore plus grand pour nos voisins et même pour nous-mêmes. Donc on est conscient de ce problème. Nous, on peut agir dans le cadre de la ville de Paris quand des installations ont été mises en place sans autorisation d'urbanisme. C'est-à-dire que certains systèmes de climatisation, pas tous, certains nécessitent la mise en place d'une structure à l'extérieur, généralement à l'extérieur des fenêtres, pour faire ressortir l'air chaud. Et donc, quand ça a été posé sans autorisation d'urbanisme, on peut agir dessus, faire des rappels, faire des relances aux propriétaires et aux occupants pour dire que le système n'est pas légal, en fait, d'un point de vue patrimonial. Après, d'un point de vue énergétique, on n'a pas encore d'action en ce qui concerne le grand public, les particuliers. En ce qui concerne les grands équipements, tout ce qui est centres commerciaux, cinéma, même les grands équipements de bureaux, on a quelques solutions qui ne sont pas applicables partout. On a en particulier un réseau de froid. C'est pas connu de tout le monde, hein, mais donc ce réseau est géré par Climaspace. Il est propriété de la ville de Paris. Mais donc c'est la société Climaspace qui le gère. Et donc c'est un réseau qui utilise de l'eau glacée pour refroidir l'intérieur des bâtiments. Et donc ce réseau utilise notamment de l'eau de Seine pour alimenter son réseau et donc climatiser. Donc le gros avantage de ce système-là, c'est que ça ne réchauffe pas l'extérieur comparé à des climatisations individuelles. L'inconvénient, c'est que ça utilise du coup de l'eau. Donc on peut se poser des questions à long terme si jamais on arrive à des raréfactions de ressources en eau avec le changement climatique. Pour la climatisation individuelle, là, on essaie de mener surtout de la sensibilisation, indiquer ce qu'on peut faire à la place de mettre en place de la climatisation. Donc ce que je disais tout à l'heure, mettre en place des protections solaires, des volets, des stores, ce genre de choses pour essayer de limiter la chaleur à l'intérieur des bâtiments. Justement, sur ces solutions, est-ce que la ville de Paris a la capacité d'interdire ou d'obliger les maîtres d'ouvrage à utiliser certaines techniques sur leurs bâtiments ou dans l'urbanisme, comme des protections solaires ou des climatisations sur l'eau, des choses comme ça? Alors, on peut contraindre sur nos propres équipements à la ville, donc ce qui est quand même pas mal, hein, de nos propres équipements. On possède les crèches, les écoles, certains gymnases, certaines piscines. Enfin, c'est quand même énormément de bâtiments. À la ville, on gère, et puis aussi toutes les mairies d'arrondissement, les bâtiments annexes, plus de 3500 bâtiments, équipements. Donc c'est quand même assez énorme à l'échelle de Paris. Donc ça, on peut le contraindre sur nos propres bâtiments. Aussi sur les zones d'aménagement concerté que j'évoquais tout à l'heure, là où des grands projets d'aménagement urbain, ça, on peut contraindre les aménageurs. Après, quand ça reste dans le domaine privé, on a peu de moyens d'action et ça reste du volontaire. Justement, c'est notre fonction à nous. Quand la puissance publique ne peut pas s'appliquer, soit parce que on n'est plus sur son patrimoine propre, ou bien parce qu'effectivement on est dans le domaine privé, où là, nous, l'action de l'Agence parisienne du climat, c'est de pouvoir être un lieu d'information, de communication, de sensibilisation, où vous pouvez rencontrer nos conseillers qui vont pouvoir justement essayer de trouver ou vous aider à trouver les bonnes solutions qui pourront répondre à ces questions de froid ou à d'autres sujets sur les questions de chauffage également. Donc nous, c'est vraiment notre rôle d'être là à accompagner dès lors que là, on est sur le choix individuel dans le domaine privé où
où c'est le conseil, l'information, la communication, la sensibilisation qui vont permettre d'inciter le propriétaire à utiliser une solution qui soit un peu moins impactante du point de vue énergétique et du point de vue du changement climatique. Moi j'ai une question sur le coût de la mise en place du plan climat pour la ville de Paris et l'estimation en fait du coût de l'adaptation si on ne fait rien. Le coût des mesures et pour s'adapter et le coût de la non-adaptation. Alors, c'est encore au stade de recherche actuellement. Je ne peux pas vous répondre de manière nette et précise. On a de forts a priori là-dessus. On se doute bien que vu l'évolution du climat, vu l'évolution dans les extrêmes climatiques qui vont se produire, si on ne fait rien, on risque d'avoir des coûts très conséquents. Ce qui est fait, là je peux renvoyer sur une étude qui est actuellement en train d'être réalisée au niveau du Conseil régional Île-de-France, où ils ont fait une étude de vulnérabilité face au changement climatique et ils ont essayé de quantifier de manière économique justement ce coût de la non-adaptation sur certains secteurs. Donc là, les résultats ne sont pas encore parus, ils sont en train d'être peaufinés, finalisés. Il faudra voir quelle diffusion ils font des résultats, mais pour dire que c'est une question qu'on est en train de s'approprier, on est en train de faire des recherches dessus et on n'a pas la réponse. Quand même, il faudrait dire qu'il y a eu des études au niveau mondial sur le coût du changement climatique et ça se chiffre en des gros nombres qu'on ne veut pas dire tellement ils sont énormes. Concernant l'étude sur Paris, je ne comprends pas qu'on n'ait pas pris les chiffres de 2003 parce qu'on sait combien ça a coûté la canicule de 2003 en termes de sanitaire, d'adaptation variée des marchés, Rungis, etc. On pourrait faire une première estimation à partir de ces chiffres. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition intéressante. En termes de canicule de 2003, on a surtout un retour en termes de mortalité en excès. Et donc un bilan humain, finalement. Un bilan économique, moi, personnellement, je ne l'ai pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait travailler là-dessus. Je voulais savoir justement quels étaient les secteurs les plus vulnérables. Vous avez beaucoup parlé de vulnérabilité. En quoi Paris est vulnérable et à quoi? Est-ce qu'on a pu identifier des secteurs, d'activités, des territoires, des périmètres, des infrastructures les plus vulnérables justement à ces questions de réchauffement climatique, de changement climatique en matière d'adaptation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce que ces solutions pour l'adaptation sont plus difficiles à mettre en œuvre que les solutions qu'on met en œuvre pour l'atténuation? Je vais donner que quelques éléments de réponse à mon échelle et puis à mon niveau. Sur le plan climatique, c'est clair, comme je l'ai dit en introduction, le phénomène extrême qui risque de devenir plus fréquent et plus intense, ça va être la canicule. Donc il est évident que lorsqu'on a le souvenir de la canicule de 2003, c'est évident que c'est l'impact sanitaire. Donc là, Paris, la première vulnérabilité de Paris face au changement climatique, c'est ça. Ensuite, le deuxième élément sur lequel nous avons des certitudes, c'est la sécheresse. Qui dit sécheresse dit manque de ressources en eau, particulièrement l'été, puisque ces sécheresses seraient surtout marquées pendant l'été et l'automne. Donc ça veut dire quoi derrière? C'est-à-dire manque de ressources en eau, le débit de la Seine qui serait nettement plus faible, donc peut-être des problèmes sur le plan industriel pour les refroidissements de centrales, d'activités, enfin bon, je passe les exemples, mais également aussi pour évidemment la simple ressource en eau, agricole pour la région Île-de-France, mais également pour le citadin. Donc là, c'est vraiment, je dirais, pour moi, les deux points sensibles, c'est la vulnérabilité aux fortes chaleurs. Donc ça, c'est sur le plan, je dirais social, entre autres, mais également aussi le problème de la ressource en eau, qui prend toute son importance, surtout en période de chaleur. Voilà, donc après, évidemment, il y a des activités économiques qui, sur les plans des structures qui vont avoir également leur impact, mais moi là je ne suis pas non plus spécialiste en la matière. Je prends un exemple concret, l'espace routier par exemple, avec les infrastructures routières qui risquent d'avoir connaître des évolutions assez extrêmes du fait des fortes chaleurs et des amplitudes thermiques qui risquent d'être de plus en plus importantes. C'est un des exemples évidemment. Donc pour compléter, justement pour répondre à cette question qu'on s'est aussi posée à la ville de Paris, on est en train aussi, nous aussi, de finaliser une étude de vulnérabilité de Paris face au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Donc pour ça, c'est une étude qu'on a menée pendant 1 an. Ça a commencé l'année dernière, environ en décembre. On est en train de finaliser l'étude. On a mené des entretiens auprès d'une quarantaine, même une cinquantaine d'acteurs, une quarantaine d'entretiens,
dans différents domaines, que ça concerne la santé publique, les infrastructures de transport, les réseaux de distribution énergétique, le système assurantiel également. Et donc là, on se retrouve face à une masse d'informations, beaucoup d'éléments qualitatifs à analyser. Et donc dans tout ce qui nous est dit, c'est vrai que c'est un peu délicat de dire, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Tout semble tellement important, tout peut être impacté. Et donc c'est l'étape à laquelle on en est actuellement dans l'étude, c'est déterminer quelles sont les priorités d'action, quels sont les secteurs sur lesquels agir en priorité. Donc c'est à partir de cette étude et des résultats qu'on pourra construire la stratégie d'adaptation que je mentionnais tout à l'heure. Je ne connaissais pas l'Agence parisienne du climat, mais je serais intéressée par connaître quel est son statut. Et puis aussi, vu que ça agit sur la zone apparemment de Paris, comment se fait le lien avec la région Île-de-France? Parce qu'il me semble que ce sont des problématiques qui dépassent la seule ville de Paris. Je crois que la question vient tout naturellement à moi. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a un peu plus d'1 an et demi. Et c'était une action importante qui avait été décidée au moment du plan climat de la ville de Paris. Parce que comme Marie le rappelait tout à l'heure, le plan climat qui a été adopté en octobre 2007 donnait des objectifs sur le patrimoine de la ville de Paris et sur ses propres compétences, et puis des objectifs sur le territoire parisien. Les objectifs sur le territoire parisien, c'était de faire les 3 x 25, donc de réduire d'ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre de 25%, de réduire la consommation de 25% et d'avoir 25% d'énergie renouvelable. Quand ce plan climat a été adopté et travaillé, les élus qui étaient à l'époque en charge de ces questions se sont dit, si on veut réussir cet objectif sur le territoire parisien, il va falloir trouver une autre façon de travailler et que ça ne va pas pouvoir être la ville toute seule qui allait pouvoir faire ce chemin. Donc l'idée est arrivée d'avoir une agence qui soit une agence fortement partenariale et qui regroupe des grands acteurs autour de ce projet pour permettre de voir quelles sont les actions opérationnelles et les actions de réflexion qui peuvent être menées pour atteindre cet objectif. Donc l'Agence parisienne du climat, c'est pour ça que c'est une agence partenariale autour de partenaires fondateurs. Donc j'ai cité la ville de Paris, bien évidemment, Météo France, donc j'ai dit CPCU, RATP et EDF, mais également la région Île-de-France, qui est un de nos partenaires fondateurs et qui travaille avec nous sur la définition du projet et la définition de nos axes. Donc c'est une agence donc partenariale, c'est une agence aussi opérationnelle. On est 25 personnes à l'intérieur de l'Agence parisienne du climat, qui sont d'ailleurs de l'autre côté dans le pavillon du lac à l'intérieur du parc de Bercy. Donc on est juste en face, juste voisins. Et dans nos partenaires aussi, bien évidemment, il y a l'ADEME et la Caisse des dépôts et consignations qui intervient également avec nous. Donc on a maintenant plus de 70 partenaires. Je salue certains de nos partenaires adhérents qui sont présents d'ailleurs ce soir, qui représentent en fait toute la diversité de l'écosystème parisien, voire métropolitain. Donc effectivement, les questions sur lesquelles on est sont des questions à l'intérieur du périphérique, mais qui les dépassent largement. Et les sujets sur lesquels on va être là maintenant et sur 2013, c'est voir comment est-ce qu'on travaille sur la transition énergétique au niveau métropolitain, qui est déjà un sujet qui est actuellement appréhendé par les grands acteurs économiques et politiques du territoire francilien et métropolitain. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sinon, vous allez sur le site internet de l'Agence parisienne du climat, www.apc-paris.com, et vous trouverez toutes les informations. Puis il y a certains conseillers qui sont là aussi qui pourront vous répondre. Dans les modèles qui ont été utilisés pour évaluer les impacts du plan climat, est-ce que vous avez testé l'utilisation d'eau pour les climatisations? Donc, dans deux sens, est-ce que si on utilise de l'eau pour climatiser et qu'on l'évapore, on diminue la température mais on augmente l'humidité? Donc est-ce qu'on y gagne réellement en confort, vu que le confort dépend des deux paramètres? Si on n'évapore pas cette eau, par exemple, on l'a renvoyée dans la Seine, donc on la réchauffe dans les bâtiments, dans les systèmes de clim des bâtiments, on a une eau qui est réchauffée, renvoyée dans la Seine, est-ce que ça impacte la température de la Seine? Et sur un autre domaine, on a beaucoup parlé de température et de chaleur. Sur les éléments extrêmes au niveau des pluies, est-ce qu'il y a des tendances à l'augmentation? Pour ce que j'ai lu dans les documents, apparemment pas. Mais en fait, je travaille aussi un peu sur le sujet de mon côté. Et sans être un expert climatologue, quand j'ai regardé un peu les statistiques des extrêmes, en étudiant différentes périodes depuis le début du XXe, et je voyais une petite tendance quand même à l'augmentation des événements extrêmes, ce qui apparemment n'est pas le cas.
Mais bon, je ne suis pas climatologue dans le domaine. Mais en fait, vous avez raison. C'est indiqué dans la brochure. Sur le XXe siècle, on a une légère augmentation des pluies annuelles, donc du cumul annuel de Montsouris, qui a augmenté de l'ordre de 10% entre le début du XXe et la fin du XXe siècle. Ça, c'est une indication que l'on voit. Après, dans le contexte du changement climatique, cette tendance va finalement s'inverser en fait. Mais surtout à compter la deuxième moitié du XXIe siècle, où on aura une diminution de ces précipitations annuelles et par contre une forte diminution des précipitations estivales. Donc ça pour vous dire qu'en fait, ce que vous avez fait comme étude, en tout cas, ça confirme très bien ce que l'on voit à travers nos séries. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième, au sujet de votre première question sur je dirais, l'impact éventuel sur l'humidité en ville, dans les simulations que l'on réalise lorsqu'on rajoute de l'eau, par exemple, pour la végétation, hein, et également de l'eau pour l'arrosage des chaussées, on voit que l'impact sur l'humidité est quand même très faible. Donc, si vous voulez, en fait, le gain en température est largement supérieur je dirais, au stress éventuel que l'on peut avoir en générant plus d'humidité. Donc déjà, ça permet de répondre à cet élément-là. Votre deuxième question au sujet de la climatisation, Marie a parlé du réseau Climespace, qui est donc un réseau d'eau gelée. Typiquement, il y a une réglementation préfectorale qui leur exige justement de ne pas rejeter cette eau gelée chaude dans la Seine lorsque la température de la Seine n'est pas trop élevée. Donc il y a des réglementations préfectorales pour justement limiter les effets sur les rejets dans la Seine. J'ai appris ce soir que la ville de Paris avait entrepris des démarches très conséquentes d'anticipation dans le cadre de l'évolution du climat. Et pour être très franc, je ne savais pas tout ça. Donc j'en suis agréablement surpris et je vous félicite, vous, ce soir, et sûrement les personnes qui vous entourent. Au-delà de cela, j'ai la sensation aussi que toutes ces démarches que vous avez entreprises s'inscrivent dans une certitude. Or, la certitude de l'évolution du climat avec les hausses de température, etc. etc. Et en réalité, c'est plus aux climatologues que je m'adresse parce que on peut entendre au travers de reportages divers et variés des voix, et pas des moindres, puisque ce sont des des personnalités très connues, sans citer de nom, qui disent que tout cela ce n'est pas vrai, l'évolution du climat n'est pas une réalité, c'est une probabilité qui existe peut-être, mais sans plus. Quel est votre avis sur ce sujet et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il est évident qu'il y a eu un débat climatique, on va dire, surtout à l'échelle de la France, en plus des États-Unis et puis d'autres pays. Et à la demande de M. Alleg, je crois que c'est M. Vurpillot, je ne sais plus son nom exactement, je crois qui est également géologue, ils ont demandé à l'Académie des sciences de réaliser un débat scientifique sur justement est-ce que ce changement climatique est avéré, est-ce que les causes sont réellement anthropiques, donc liées à l'activité humaine, etc. Et ce débat-là, il a eu lieu, je crois, il y a 2 ans, et l'Académie des sciences a conclu en disant oui, il y a bien un changement climatique, il est avéré, et les causes sont à 90% expliquées par les effets anthropiques. Donc pour vous dire qu'en fait, il y a un gros problème de médiatisation, c'est-à-dire que les médias donnent autant de poids à des réfractaires, à des climato-sceptiques, qu'à la communauté scientifique internationale qui s'accorde donc sur ce changement climatique. Donc il y a un problème de médiatisation. Et puis derrière, il y a en effet, heureusement qu'il y a des réflexions ensuite scientifiques et des débats scientifiques internationaux et nationaux qui permettent justement de faire le point sur les connaissances, sur les certitudes que nous avons et également les incertitudes. Voilà. Donc je ne veux pas trop développer, mais en tout cas, il y a le rapport de l'Académie des sciences qui figure sur Internet et qui permet justement, en une dizaine de pages, je dirais, de conclure sur les différents débats qui ont été menés. Et d'ailleurs, il est très très bien et je dirais très pédagogique. Ouais. Je voulais juste rajouter un mot par rapport à ça, pas sur le débat scientifique, mais pour nous, à l'Agence parisienne du climat, c'était extrêmement important d'avoir Météo France à nos côtés comme partenaire fondateur. Parce que on n'est, nous, pas du tout scientifiques et on est sans arrêt confrontés à ces questions-là qui reviennent de manière récurrente. Donc il était important pour nous d'avoir ce partenariat. On l'a construit depuis la création de l'Agence parisienne du climat, on l'a construit, ce partenariat. Et le document qu'on vous a proposé aujourd'hui, qui fait suite à une série, si vous allez sur notre site internet, ça fait suite à une série de documents qu'on sort chaque saison également, qui sont un petit document climat météo de la saison passée et qui permet justement de donner un peu de robustesse à l'aspect scientifique, même si on sait qu'on a encore des incertitudes, mais donner robustesse sur le fait que ce changement climatique
climatique est avéré. Et c'est ce partenariat qui, pour nous, est extrêmement important et sur lequel on va se reposer. Et ce document-là, je pense, il ne fait que débuter une longue série d'autres documents. Au sujet de ce bulletin qui est mis en ligne, typiquement, vous allez avoir la réponse suivante. À la question suivante, pardon, c'est l'été qui vient de se passer à Paris, mais comment on peut le situer, comment on peut le qualifier par rapport au climat passé. Mais ça, vous aurez les réponses à chaque bulletin saisonnier qu'on met à disposition à l'Agence parisienne du climat. Je parlais de l'ouverture des données, et en particulier, il y a des données que je trouve très intéressantes, comme la thermographie des bâtiments, qui donne un peu un sentiment très concret aux gens de ce que ça veut dire la chaleur à Paris, par exemple. Et donc, ça pourrait avoir un intérêt à la fois pour communiquer, et puis peut-être aussi pour les entreprises. On ne sait pas. Enfin. Oui, ma réponse, ça va être à mon échelle, encore une fois. Je ne fais pas de thermographie, mais la problématique est la même. Ce que je disais, c'est que justement, l'Agence parisienne du climat est un très bon exemple pour justement, nous, en tant que service climatique, à diffuser l'information auprès du grand public, auprès de professionnels et pour sensibiliser les gens. Donc lorsqu'on mène des projets pluridisciplinaires, on s'appuie sur des structures comme l'Agence parisienne du climat pour justement diffuser ces informations-là, sensibiliser et les communiquer soit à des collectivités locales, à des décideurs, mais également à des professionnels. Et ça vaut le coup. C'est valable évidemment pour les autres partenaires qui font la thermographie en particulier. Effectivement, nous, on est, comme vous l'avez compris, on est encore une jeune agence. Et effectivement, c'est un vrai travail de réflexion sur la nature des données, les partenaires avec lesquels on va travailler pour acquérir ces données, comment est-ce qu'on va restituer ces données pour que finalement les personnes qui sont en train de prendre une décision dans leur vie privée, individuelle ou dans leur vie d'entreprise se trouvent dans un climat de confiance par rapport à ces données, de confiance et de transparence. Même si on ne peut pas donner, enfin, les données ne peuvent pas être données de manière exhaustive non plus, parce que sinon on aurait une accumulation qui ne serait pas utile. Donc le travail qu'on est en train de faire, et c'est une réflexion un peu sur cette notion de service climatique, je crois que les Québécois ont inventé un terme qu'on aime bien, c'est les traducteurs climat. Donc c'est des personnes qui vont reprendre auprès des grandes institutions météorologiques des informations et qui vont permettre de les traduire concrètement pour que ça aide à la décision, que ce qu'on soit une entreprise ou un bailleur social ou un particulier. Et on aimerait travailler sur ce sujet-là pour justement être une aide à la décision en transparence, en ouverture et en surtout confiance. Voilà. Je rajoute juste un micro-complément puisque j'ai entendu qu'on parlait des données de thermographie aérienne. Ces données sont disponibles sur le site paris.fr pour tout le monde. Vous allez sur le site, vous pouvez repérer à l'échelle de votre bâtiment, là où vous habitez, là où vous travaillez, quelle est la thermographie de la toiture de votre bâtiment. Pour moi, pour terminer sur l'ouverture de données, un portail de données publiques, vous tapez DRIAS sur Google, D-R-I-A-S, c'est le nom d'une plateforme web qui permet, je dirais, à tout citoyen ou professionnel de récupérer des informations du changement climatique sur son territoire. Donc c'est sous forme de carte et sinon sous forme de données en demandant une ouverture de compte auprès de nos services. Donc voilà, on est sur une ouverture justement d'informations pour tout le monde, pour les professionnels mais également pour le grand public. Je me permets d'intervenir pour rebondir sur la thermographie puisque nous développons en fait un projet franco-suisse et donc parrainé par la Commission européenne d'éducation à l'énergie, pour lequel nous avons été invités par l'AREN Île-de-France pour présenter notre travail, qui sont des sortes d'audits énergétiques dans les bâtiments scolaires. Et on a développé en fait un outil de thermographie qui permet de faire intervenir les élèves sur leur propre bâtiment scolaire dans le cadre des cours de sciences physiques pour faire de la science physique un outil d'implication sur la compréhension des phénomènes climatiques et pouvoir aussi mobiliser en fait des élèves sur ces questions-là. Donc je me tiens à votre disposition, je ne manquerai pas de vous passer les informations sur ces projets pédagogiques qui intéressent au plus haut point la communauté urbaine de Dunkerque, la ville de Tours ainsi que la communauté urbaine de Grenoble qui accueille chaque année les assises nationales de l'énergie. Voilà, je voulais savoir quelles sont les actions envisagées ou suggérées par l'APC pour diminuer l'impact l'impact des Parisiens sur le réchauffement climatique. On a déjà parlé du bâtiment, mais je ne sais pas, pour le transport et autres, est-ce qu'il y a des suggestions? Merci. À l'Agence parisienne du climat, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une agence très opérationnelle. Donc l'équipe travaille sur des sujets concrets d'accompagnement des Parisiens.
beaucoup sur la partie d'abord information, communication, sensibilisation, animation du territoire, parce que vous voyez que les sujets comme on les aborde aujourd'hui, ça suppose que quelque part chacun dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, on s'interroge sur les conséquences de ces actions en termes d'empreinte carbone ou d'empreinte énergétique. Donc on a un volet communication, information, sensibilisation. On a aussi un très gros volet qui porte sur le bâti. Donc effectivement, on est beaucoup moins sur le transport, mais plus sur le bâti, puisque c'est un volet sur les copropriétés. Vous savez que quand même Paris est essentiellement des copropriétés, voilà, des copropriétés, 43 000 copropriétés, et donc on ne s'adresse pas aux 43 000 copropriétés, mais on accompagne des copropriétés pilotes. On est un dispositif opérationnel également que l'on anime pour le compte de la ville, de l'ADEME et de la région, qui finance des audits énergétiques, et nos conseillers sont là pour accompagner des copropriétés dans leurs projets depuis la première phase de le copropriétaire, le conseil syndical se pose des questions jusqu'à réaliser un audit, être accompagné dans la réalisation de cet audit et puis faire un programme de travaux qui est au final ce qui nous intéresse. Donc ce gros volet copropriété, il y a certains conseillers sont là donc pour éventuellement vous répondre de manière plus opérationnelle que moi. C'est un gros sujet sur lequel on travaille. On a aussi entrepris de travailler avec les grands responsables de patrimoine tertiaire, parce que la consommation d'énergie, c'est le résidentiel, mais aussi une grosse partie sur le secteur tertiaire. Et donc, on commence à discuter avec les grands responsables de patrimoine immobilier tertiaire, en commençant avec un de nos adhérents, qui est le Muséum national d'histoire naturelle, qui a la caractéristique, je dis souvent, entre guillemets, de chauffer les petits oiseaux. Et donc, il se pose des questions sur comment intégrer une stratégie énergie-climat efficace dans sa stratégie patrimoniale. Donc, on a réuni un groupe de grands responsables de patrimoine pour justement travailler sur ces questions, qui devraient sans doute aboutir d'ailleurs dans les prochaines semaines sur une charge d'engagement qui va être discutée dans le cadre de la révision du plan climat de ces grands acteurs sur les actions qu'ils envisagent de mettre en place et sur quoi ils s'engagent. Voilà, on travaille aussi de manière aussi très concrète sur la précarité énergétique, parce qu'il faut savoir que sur Paris, il y a 54 000 ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc notre travail à l'APC, c'est d'identifier d'abord ces ménages et puis de pouvoir faire des visites à domicile, de former aussi les travailleurs sociaux, de former ceux qui sont en contact avec les personnes en précarité énergétique pour leur donner les conseils, les moyens et quand il y a des visites à domicile, les outils et les petits dispositifs sur la précarité. Comme nous sommes encore une fois une jeune agence, on n'a pas encore beaucoup adressé la question du transport et de la mobilité. Bon, c'est vrai qu'en plus à Paris, on a un réseau de transport en commun qui est quand même relativement efficace et performant par rapport à nos collègues des autres collectivités. En revanche, on ne va peut-être pas s'interdire l'année prochaine de travailler sur les questions de logistique urbaine qui a un double impact. D'abord, c'est le transport de marchandises, la logistique urbaine, c'est une part importante du bilan énergétique et du bilan carbone de la ville. Puis c'est aussi une question économique importante pour les acteurs de pouvoir livrer à l'intérieur de la ville de Paris avec plus d'efficacité, moins de coûts, plus d'efficience, de performance finalement de la distribution de marchandises. Donc c'est sans doute un sujet sur lequel on va travailler. Voilà un peu le spectre de nos actions. Monsieur a parlé de période de sécheresse. Et en fait, on se rend compte que les départements du pourtour du bassin parisien se rendent compte de la sécheresse, puisqu'ils sont très souvent en période de restriction d'eau. Et en fait, on s'aperçoit que les départements de la petite couronne parisienne sont très rarement en restriction d'eau. Donc à moins de penser que les agriculteurs consomment plus qu'une ville, moi je me demande par quel miracle les arrondissements Paris et Petite Couronne n'ont quasiment jamais de restriction d'eau. Je ne suis pas hydrologue, je ne peux pas répondre précisément. Je pense à mon avis qu'il y a les configurations hydrologiques qui sont différentes aussi. Les nappes ne sont pas les mêmes et les usages aussi ne sont pas les mêmes. Donc derrière, je pense que les restrictions dépendent à la fois de la configuration hydrologique souterraine, puisqu'il y a des nappes qui s'appuient directement sur les rivières et d'autres sur vraiment des nappes, soit l'eau, l'utilisation de l'eau s'appuie sur les rivières, ou soit l'eau s'appuie sur l'existence de nappes phréatiques. Et donc je sais que sur la région de l'Île-de-France, on a une très grande diversité d'utilisation de l'eau et en tout cas de la configuration souterraine. Donc les restrictions peuvent changer d'un département à un autre.
Et évidemment, les usages ne sont pas les mêmes entre une zone urbaine et également une zone végétale. Je compléterai juste la réponse de Julien en indiquant que même si Paris n'est pas par arrêté préfectoral en restriction d'eau, on a des mesures, en tout cas en termes de l'administration parisienne, qui s'appliquent en cas de sécheresse. Et donc, vous devez savoir qu'on utilise de l'eau, principalement de l'eau non potable, pour arroser les jardins de Paris. Et aussi, si vous habitez Paris, vous devez savoir que une majorité de trottoirs sont également lavés au petit matin avec de l'eau justement non potable. Il faut savoir qu'en période de sécheresse, on a des plans graduels qui sont d'ailleurs mis en place, qui ont été mis en place ces dernières années lorsque c'était nécessaire pour utiliser moins d'eau. Et donc forcément, quand on est en période de sécheresse, parfois on lave un peu moins les trottoirs, parfois on arrose un peu moins les parcs et jardins. Mais du coup, on prend en compte cet aspect pour utiliser moins d'eau aussi dans nos activités. Le lancement de ce café climat se fait en même temps que le lancement de la fête de l'énergie. La fête de l'énergie, c'est une manifestation qui est faite à l'initiative de l'ADEME au niveau national. C'est la 3e année consécutive que cet événement a lieu un peu partout en France. Donc l'idée de cette fête de l'énergie, c'est faire la fête autour des questions d'énergie. C'est d'avoir des animations, des rencontres, un certain nombre d'événements qui vont se tenir. Donc on a fait coïncider ce premier café climat avec le lancement de la fête de l'énergie. Vous avez des petits documents qui présentent ce qui va s'y faire entre aujourd'hui et dimanche soir. Pour mémoire, il va y avoir, je crois, samedi matin, une rencontre avec des familles à énergie positive, qui est une action qui est faite avec le soutien de la mairie du 3e arrondissement. Il y aura aussi un moment au 156 durable, qui est un bâtiment, c'est un logement qui a été réhabilité basse consommation, où vous trouverez un logement témoin et un exemple de réhabilitation BBC dans le 19e arrondissement, donc au 156 rue d'Aubervilliers, avec la possibilité de rencontrer, de voir matériellement comment c'est possible, et une partie d'appartements témoins. Alors il y aura des animations pendant tout le week-end ici à Bercy Village. Vous aurez la possibilité d'emprunter un kit de mesure de vos consommations que vous pourrez, moyennant une caution, remporter chez vous pour pouvoir mesurer vos consommations. Ouais, il y a des jeux et des animations pour les enfants, pour les adultes, et on espère que tout ça se fera de manière festive et intéressante, et que tout le monde du coup pourra participer, qu'on se retrouvera peut-être dans ces lieux pendant le week-end, et puis sans doute au décembre prochain, au prochain Café Climat. On a une question d'un monsieur au fond, mais qui rejoint aussi une autre question qui a été plus ou moins évoquée concernant s'il y a des personnes dans l'Assemblée ici qui seraient intéressées de proposer un éventuel partenariat, des échanges de données avec l'APC. Comment ça se passe? Ça se passe là maintenant tout de suite. Si vous êtes encore présent, je veux bien prendre un moment pour échanger avec vous, y compris échanger nos cartes de visite. Après, sur le site l'Agence parisienne du climat, vous allez sur notre site, vous trouverez les coordonnées. Donc moi, je suis Anne Ged. Vous faites anne.ged avec apc-paris.com. Voilà, donc on est tout à fait ouvert au partenariat, parce qu'effectivement, nous, notre action, elle ne sera valable et reconnue et importante et utile pour le territoire parisien que si on a bien cette diversité d'acteurs autour de nous pour avancer collectivement ensemble sur le sujet qui nous rapproche, c'est-à-dire la lutte contre le changement climatique. Donc je suis tout à fait attentive à vous rencontrer et à échanger avec vous dès maintenant ou un petit peu plus tard en allant nous voir au pavillon du lac de l'autre côté. S'il n'y a pas d'autres remarques, il me reste à vous remercier beaucoup pour la qualité des échanges, des questions, pour cette formule que nous avons inaugurée aujourd'hui avec vous, qui, ma foi, semble une belle réussite. Je vous souhaite une bonne fin de café climat, d'apéritif ou de boisson, et puis une belle soirée. On espère vous retrouver bientôt à notre prochain café climat au mois de décembre. Je suis venu un peu spontanément et je suis
je suis agréablement surpris des interactions puisqu'elles existent, quoi. Je trouve ça très sympa, donc une bonne ambiance autour d'un petit verre, donc bien agréable. Écoutez, ce café climat, il est extrêmement convivial par sa forme. Je trouvais que le sujet était très bien choisi, étant donné qu'en fait au niveau de l'adaptation au changement climatique, finalement ça touche tout le monde. On en a besoin donc d'avoir des petits aiguillages et des petites aides comme ça, des petits trucs pour essayer d'améliorer les choses et de s'adapter à ce changement climatique qui arrive. Il permet d'avoir aussi des réponses claires de gens responsables ou voire scientifiques, ce qui est hyper important. Et donc globalement, je trouve ça très sympathique et puis le sujet est bien approprié avec des éléments de réponse bien adaptés aussi. Et c'est vrai que autant sur le changement climatique, on a eu déjà des documentaires, des reportages qui ont été faits, autant c'est vrai que sur l'adaptation de la ville de Paris, c'était pas des informations que j'avais eu l'occasion d'avoir. Comme formule, c'est plus décontracté et puis ça permet à pas mal de gens de venir après le travail. Donc ça c'est pas mal en semaine comme ça. Si l'APC peut répondre en fait à ce genre de questions qu'on se pose en tant que professionnel ou citoyen tout simplement, c'est déjà un grand service rendu. Il y a un engagement qui est pris là. Ouais.